Moi, je me rappelle quand j'avais mon émission de télé sur France 4, qui s'appelait Un coach pour changer ma vie, j'avais tellement été touché de... Parfois, je lisais le Télérama. À l'époque, la chance, c'est que j'avais pas été PMP. Mais le Télérama, les mecs, ils disaient des saloperies, des trucs que je comprenais même pas. C'était quoi l'intérêt de dire des choses pareilles? C'est-à-dire que les gars me jugeaient sur une prestation qui durait 22 minutes, et j'avais passé 7 jours de tournage. Sur 7 jours de tournage, on gardait 22 minutes. Comment tu pouvais juger ma prestation, qui j'étais, ce que je faisais? Et franchement, j'étais beaucoup touché. Et je me rappelle un jour, on avait partagé une scène avec Jacques Salomé, le grand monsieur du développement personnel. Vraiment. Et je parlais de ça avec lui. Et il m'a souri. Avec ce beau sourire enjôleur qu'il avait et qui me dit, David, quand tu prends la liberté de te montrer, tu prends le risque d'être vu. Et tout sera retenu contre toi. Mais par contre, il existe une stratégie énorme que tu peux mettre en place. Ça tient en une toute petite phrase. Je m'en fous. Dis-moi, t'es conscient de l'intention que t'avais quand tu le faisais? Oui. Vas-y, prouve-le-moi. Écoute, moi, quand j'ai fait mon émission de télé, quand je l'ai accepté, en tout cas, le deal, c'était que les personnes que j'allais aider, parce qu'on était dans du coaching pur, les personnes que j'allais aider, il fallait vraiment que je les aide à se transformer. Deuxièmement, je voulais que pour les personnes qui regardent, ça soit pédagogique, qu'ils puissent se dire, ça n'appartient pas qu'à lui ou à elle qui l'a coaché. Non, mais finalement, pourquoi je ne fais pas pareil? Donc j'ai toujours pensé à rendre la structure accessible, pédagogique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je fais une démonstration d'un coaching, mais attention, j'explique des choses, j'explique comment ça se passe psychologiquement. Et la troisième chose, il faut que ça soit télévisuel, sinon on se fait chier. Et pour que ça soit télévisuel à la télé, il y a un truc qui est fantastique, c'est il faut qu'il y ait de l'action en fait. C'est pour ça que vous verrez rarement du coaching à la télé, mais chiant. Le coaching, quand tu le vis, c'est super, mais quand tu l'observes, fait chier. On se fait chier. Bon, avec la télévision, tu as plus de moyens, c'est-à-dire que le pauvre garçon qui avait des problèmes de phobie de l'eau, je lui dis, écoute-moi bien, parce que le mec, il voulait passer son concours de gendarmerie. Dans le concours de gendarmerie, il voulait faire un 100 mètres nage libre. D'accord? Sauf que le mec, il était phobique de l'eau parce que son père, quand il était petit, l'avait attaché avec un tuyau et l'avait jeté dans une piscine. Parce qu'il pensait que c'est ce qui lui permettrait de prendre les ressources personnelles et de s'en sortir. Mais en fait, il s'en est pas sorti, il est resté au fond de l'eau. Jusqu'à ce que son père fait. C'est bizarre, ça marche pas. Mais mon fils ne réagit pas, il ne remonte pas. J'attends encore 15 minutes et je regarde. Bon, ils l'ont sorti de là, il a failli taper le coma. Et le gars, dès que tu lui... Rien que quand il voyait une étendue d'eau, en panique. Phobie, une vraie phobie, quoi. Et moi, je lui dis, chouchou, tu dois être à l'aise sur l'eau, dans l'eau, sous l'eau. Maintenant, il y a une chose qui va se passer. J'ai besoin que d'une seule chose de ta part. Si tu me donnes ça, je te jure qu'en moins de 2 jours, on peut faire toutes les transformations du monde. Mais tu dois me donner une chose. Ta confiance. Alors, on ne se connaît pas. Donc, laisse-moi, je vais m'expliquer, je vais me présenter, je vais me parler. J'ai eu des messages rassurants. Et après, on a commencé à travailler sur quoi? Comme le disait Emmanuel, sur son mental. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites est l'issue d'une fabrication mentale des représentations qui sont les vôtres. Non, je veux quand même que vous expliquiez que là, maintenant, tout de suite, vous ne me voyez pas. Alors, je sais que c'est bizarre parce que tu dis dimanche matin, le mec il est à jeun, moi je vais manger fraise tagada, je sais pas si ça compte. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous me regardez, il y a des particules de lumière qu'on appelle des photons qui vont rentrer dans votre rétine, qui vont être analysés par tout un système rétinien, envoyés dans le nerf optique qui va traverser tout votre cerveau pour aller remettre l'image qui est à l'envers, la remettre à l'endroit dans votre lobe occipital.
Maintenant, je vais vous dire un truc. Pourquoi je vous dis vous ne me voyez pas? Parce que si vous avez une altération physique de votre rétine, et que vous êtes par exemple daltonien ou daltonienne, vous allez dire, David, c'est intéressant ce qu'il dit. Par contre, sa veste orange a chier. Elle n'est pas orange, sa veste, elle est grise, sa veste. Mais tu vois bien qu'elle est orange. Ça vous prouve bien qu'une fois encore, vous ne voyez pas les choses, vous voulez représenter. D'accord? Maintenant, vous devez savoir un truc intéressant. C'est que quand ce nerf optique, il traverse tout le cerveau, ok, il active tout un système neuronal tout autour de lui. Ok? Il y a une loi qu'on appelle la loi d'Huffington qui dit que des cellules qui s'activent dans une périphérie ensemble se développent et s'allument ensemble. C'est-à-dire que curieusement, pendant que l'information va vers le nerf optique, dans le nerf optique, il traverse des zones du cerveau différentes qui sont des zones qui vont servir de filtre. Certains vont voir et écouter la conférence d'Emmanuel et se dire j'en suis pas encore là. Et la même personne qui est à côté va dire merde, il a raison. Faut y aller. Il a sept principes, là, faut les mettre en place. Et j'ai pas demain, c'est tout de suite. Vous avez regardé la même information. Vous avez eu accès aux mêmes données. Vous vivez le même événement. Mais par contre, toutes les vérités que vous tirez des informations qui sont données sont différentes dans chacune des têtes qui sont les vôtres. Ce qui veut dire que votre problème n'est pas ce que vous vivez, n'est pas ce que vous voyez, n'est pas la situation dans laquelle vous êtes, c'est la façon dont vous la représentez et surtout, toutes les vérités que vous en tirez. Regardons ce qui se passe avec le conflit mondial. Vous avez remarqué combien on s'est attardé, en tout cas les journaux, se sont attardés à avoir une position hyper manichéenne de toutes les choses. Vous avez remarqué qu'il n'y a aucune tempérance dans les propos des journaux aujourd'hui. Il n'y a aucun moment quelqu'un qui va dire « Bon, Poutine, il est méchant, mais en même temps, qu'auriez-vous fait si on n'avait pas respecté les accords de Minsk? Qu'auriez-vous fait si on vous menaçait de mettre des bases militaires américaines à moins de 20 km de la frontière et avec une portée nucléaire de la ville de Moscou à moins de 16 minutes? Je pense que ça aurait irrité pas mal de présidents. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les données qui ont été offertes par les médias, il fallait un grand méchant et il fallait des grands gentils. Parce que l'OTAN, c'est le plus grand pourvoyeur de guerre, mais c'est un gentil. Parce que l'OTAN, quand ils font des morts, c'est des dommages collatéraux. Ok? C'est pas des tueurs. Non, mais alors, je dis ça une fois encore. Je veux juste que vous expliquer, c'est que les données qu'on nous donne, aujourd'hui, elles sont fabriquées. Nous devons être des chercheurs de vérité. Et on doit être chercheurs de nos propres vérités. Mais surtout, vous savez ce qu'on doit faire? On doit remettre en question nos vérités. D'abord, la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est moi qui pense ça vraiment? Est-ce qu'entre ce que l'on me dit, ce que je pense, est-ce que j'accepte ce qu'on appelle le prêt-à-penser? Parce qu'aujourd'hui, c'est la société dans laquelle on vit. Hein. Le prêt-à-penser. Avec, écoutez-moi bien, un prêt-à-penser dans lequel on nous met en face des pseudo-experts avec une très large audience qui vont dire ce qu'ils pensent sans avoir aucune connaissance réelle ni l'intelligence de pouvoir juger le truc. TPMP. Ok, c'est divertissant, mais vous savez que TPMP aujourd'hui a une vraie force politique. Parce que l'audience qu'il y a, le média, le nombre de personnes que ça touche. Qui sont ces experts? Excusez-moi. Non, Castaldi, il est sympa. Et pour avoir des réflexions intéressantes, mais à un moment donné, j'aimerais bien avoir que des experts en géopolitique. De tous les partis. Ok? Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir vraiment qu'on se pose des questions sur quelles sont mes vérités? Qu'est-ce que je pense vrai?
La deuxième question qu'on va se poser, une fois qu'on identifie ces vérités, c'est ça me tire vers le haut ou pas? Est-ce que de penser ça, compte tenu des données que j'ai, est-ce que de tirer ça comme conclusion, parce que la vérité c'est quoi? C'est une conclusion. Hein. Alors les conclusions, vous les tirez depuis quoi? Comme le disait Emmanuel tout à l'heure, vous les tirez depuis toutes les expériences que vous avez eues, les connaissances qu'on vous a transmises, les éducateurs qui vous ont fait évoluer. Mais à un moment donné, il est temps de penser par soi-même. C'est ce que s'appelle le processus qui consiste à reconsidérer mes vérités et à choisir celles qui me correspondent le plus et qui vont me permettre d'avancer. Ça s'appelle la maturité. Ça s'appelle la maturité. Et vous allez avoir des personnes qui sont très intelligentes, mais pas matures. Il y a des personnes qui peuvent vous pondre des tas. Vous savez, par exemple, quand il me dit « Oui, David Lafrançois, il prend un livre, il peut vous faire une conférence. » C'est rigolo. Mais c'est dramatique, en fait. Non, mais c'est vrai. Parce que j'espère que je ne fais pas ça, quoi. Parce que moi, vous savez, je lis beaucoup, mais j'ai 2 phases dans un bouquin. La première phase, c'est la phase de lecture. La deuxième, c'est la phase de remise en question. Moi, j'ai toujours un livre avec 2 intentions. En quoi ce livre me permet de grandir et de m'améliorer, et en quoi c'est utile pour mes clients. À partir de ce moment-là, déjà, je ne vais pas filtrer l'information de la même façon. C'est-à-dire que les données que je vais retirer, extraire de ce livre ne sont plus les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quand on sait que tout votre système de pensée, je vous le disais l'autre jour, vient directement de notre système de vérité, il faut remettre en question ces vérités. Et ça nous demande d'être conscient. Alors, attention, parce que l'univers tout entier, c'est bien organisé qu'on ne le soit pas. Il y a quelque chose qui coupe l'accès à la conscience. Vous savez ce que c'est? Le divertissement. Le divertissement. C'est-à-dire qu'on a inventé des systèmes divertissants pour ramener les personnes à ne pas accéder à la conscience. Parce que quand tu as de la conscience, tu remets en question qui tu es, mais tu remets aussi en question l'environnement dans lequel tu vis. Et en fait, on n'a pas intérêt que vous soyez conscient. On a intérêt que tu poses ton cul devant la télé et que des mecs qui ne sont pas experts vous donnent une grille de lecture de l'actualité, que vous puissiez la repisser demain devant la machine à café au bureau. Et si vous êtes là, c'est pas par hasard. Vous êtes là parce que vous avez cette conscience que vous devez apprendre, vous développer pour devenir des entrepreneurs hors pair. Vous avez compris que en vous connectant à une source d'inspiration que vous avez choisie, qui correspond à vos valeurs, les choses seront différentes. Vous allez lever la main pour répondre à ma question. Qui, pendant ce séminaire, compte tenu de toutes les perles de sagesse qui nous ont été données par nos intervenants, qui s'est senti à sa place ici? Levez la main. Ok. Il y a même une femme qui a levé un pied. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est juste important de comprendre que vous devez reconsidérer les choix qui sont les vôtres. Ok? Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est partager des tips que j'ai de coaching, et juste pour que vous ayez des rappels de la dynamique structurelle et énergétique dans laquelle vous êtes quand vous devez avancer. D'accord? Vous avez remarqué que dès que il y a de la dualité, il y a du conflit. Vous avez remarqué ça ou pas? Quand il y a 2 personnes, il y a conflit. Quand il y a une femme, un homme, quand il y a 2 personnes qui sont ensemble, vous avez remarqué qu'ils ne forment pas un couple en fait. Ce sont 2 personnes qui sont ensemble. Ces personnes vont former un couple à partir du moment où ils vont vivre des expériences communes, à partir du moment où ils vont s'interroger sur les difficultés que d'être à 2 et vivre ensemble en permanence. Et il va y avoir comme ça des points de friction,
des points de remise en question. Des remises en question. Parce que comme je dis toujours, pour construire un amour commun, il faut détruire deux amours propres. Détruire deux amours propres, ça passe par le conflit. La personne va te dire, je suis désolé, quand tu te comportes comme ça ne me convient pas. Quand tu fais ça, c'est pas OK pour moi. Par contre, quand tu fais ça, je suis la personne la plus heureuse du monde. Et un couple qui se construit et qui fabrique ce qu'on appelle son égrégore, ça c'est un couple. Il y a des personnes parfois qui viennent me voir et qui me disent « Mais je vais divorcer, j'en peux plus de ce mariage. » Tu n'as jamais été marié, quoi. Non, vous ne confondez pas être marié et cohabiter. Vous avez bien cohabité ensemble, mais vous n'avez jamais été marié. Parce que ce couple, vous ne l'avez pas construit, en fait. Parce que l'un, ou peut-être même les deux protagonistes, a décidé que le problème, c'était pas lui. Ça veut dire que dès que tu mets de l'orgueil dans un système, le système n'évolue plus. Le système n'évolue plus. Ça n'avance pas. Donc, puisqu'un système dualiste est un système conflictuel, vous remarquerez que toutes les choses les plus intelligentes et qui vous ont inspiré fonctionnent par trois. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le ça, le moi, le surmoi. Le conscient, l'inconscient, le préconscient. Toutes les triades sont des choses intelligentes. Toi, moi et ce qu'on construit ensemble. Ah tiens, il y a quelque chose qui nous unit et qui est différent de chacun d'entre nous. Ça s'appelle le couple. Et si mon projet de couple, il est plus important que ma dimension personnelle, et que tu vis exactement dans la même dynamique, on va construire quelque chose de magnifique. Mais si par contre, toi, tu décides que ce projet n'est pas la priorité, et que ta priorité, c'est d'être toi de façon individualiste, mais avec l'autre, c'est plus la même chose. Ça m'est arrivé de travailler avec des équipes sportives et de leur dire est-ce que vous êtes une équipe? Ah oui, on est une équipe. Prouve-le-moi. C'est quoi votre projet commun? Ah ben on veut être là, on est championnat d'Europe. On veut être champion d'Europe. Bah, comme tous les mecs qui vont participer. C'est quoi votre objectif à l'intérieur? Je comprends pas. Bah, par exemple, tu vois, t'as des catégories, t'as des hommes, t'as des femmes. C'est quoi vos objectifs? Les minimums de médailles que vous devez avoir? Ah ben non, mais on veut des médailles dans tous les trucs, partout, tout le temps. Ok. Donc en plus, t'es pas lucide. C'est quoi vos valeurs? Est-ce que tu es capable de me dire, voilà la liste des valeurs de mon équipe, qui répond à qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Tu l'as faite? Non. C'est quoi vos besoins? De quoi vous avez exactement besoin pour pouvoir fonctionner? C'est écrit, c'est notifié? Non. Quelle est la valeur contributive de chacun dans l'équipe? Dire, lui, il apporte quoi que lui, il n'apporte pas? Vous avez vu ce matin, par exemple, on avait un parterre d'experts. Vous avez vu comme c'est sympathique d'avoir des apports de Pascal qui, sur une phrase, une note, va tous nous faire rire. C'est ça sa valeur ajoutée. C'est de pouvoir dédramatiser un système. C'est une force. Tu sais pas maintenant. Tu sais pourquoi? Je sais pas. C'est une force. Mais si vous n'avez pas identifié vos valeurs, si vous n'avez pas clarifié vos besoins, si la valeur contributive n'est pas claire, vous n'êtes pas une équipe. Vous êtes un groupe d'individus qui fonctionnez bien ensemble, parce que vous êtes une bande de potes, vous êtes partagez la même passion sportive. Don't act. Mais vous n'êtes pas une équipe. Parce que, au final, vous ne savez pas à quoi vous donner priorité. Donc vous ne pouvez pas être une équipe. Tous les systèmes intelligents fonctionnent par trois. L'une des premières choses que vous devrez travailler sur l'évolution de ce que vous êtes, c'est la triade performance, apprentissage, plaisir.
Annick en parlait un tout petit peu ce matin. Plus votre niveau de performance est élevé. Et je vous rappelle une chose, c'est que l'étymologie de performance, c'est performare. Performare, c'est se transformer à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire que toute performance qui ne vous amène pas à la transformation personnelle est une performance illusoire, ça ne sert à rien. Elle ne vous motivera pas. En clair, l'objectif que je vais me fixer quand je vais l'atteindre, à coup sûr, vous avez entendu ce que je viens de dire? À coup sûr, je me serai réalisé. Je serai passé à un niveau supérieur dans ma vie. J'aurais cliqué, parce que pour atteindre ça, j'aurais remis en question plein de choses. Et bien vous voyez, plus la performance est élevée, et plus tu dois te centrer sur les 2 points qui sont en bas. La notion d'apprentissage et la notion de plaisir. La question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre ou de désapprendre? D'accord? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre ou de désapprendre pour pouvoir atteindre ce résultat? Et comment je vais faire pour prendre un max de plaisir dans le processus? Et surtout nos générations, on est les générations du plaisir. On est des générations du « je veux tout ». Je veux une vie professionnelle épanouie, je veux des enfants super au top, trop mignons. Je veux une vie de couple parfaite, naturellement un corps de rêve, beaucoup d'énergie et des relations familiales, particulièrement avec ma belle-mère, super évoluées. Donc vous avez compris que là il y a un problème, ok? Parce que c'est pas ça la vie. La vie, c'est une succession de problèmes que tu dois régler, mais que quand tu les règles, ces problèmes te font passer au niveau supérieur. C'est pour ça que moi, je développe cette philosophie du présent parfait. Et si tous les problèmes que nous avions aujourd'hui étaient exactement ceux dont nous avions besoin pour passer au niveau supérieur? Vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois que vous rencontrez des problèmes dans la vie, ces problèmes, si vous avez le courage de les prendre à bras-le-cœur et de dire « je règle ça », il va se passer 2 choses. La première, vous allez devenir l'homme ou la femme de la situation. La deuxième, une fois encore, vous allez passer à un niveau supérieur. Les problèmes que nous rencontrons n'arrivent pas par hasard. Dans la Torah, on dit que le hasard, c'est le manteau que Dieu enveloppe, endosse pour passer incognito. Et si Dieu nous donnait exactement les problèmes dont nous avons besoin pour passer au niveau supérieur? Alors nous, dans notre humanité, quand on rencontre ces problèmes, on les refuse. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais non, et pourquoi moi? Et pourquoi pas l'autre? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais c'est le bon Dieu qui fait quelque chose pour toi. Parce que curieusement, cette entité, appelle-la comme tu veux. Vous savez, Dieu, ça vient de Déos. Déos, c'est la loi. On pourrait juste réduire Dieu aux lois de l'univers. Mais ces lois de l'univers sont particulièrement bien faites. Ok. Vous allez lever la main également. Qui a déjà rencontré une situation dans sa vie extrêmement difficile et après coup, une fois que les choses se sont passées, une fois que le désert a été traversé, une fois que la tempête s'est apaisée, qui a eu le sentiment d'être passé à un niveau supérieur? Levez la main. Super. Alors, la prochaine tempête que vous allez traverser, puisque vous savez qu'il va se passer ça, pourquoi pas commencer dans une attitude d'apprentissage immédiate? Plutôt que de vous dire, attends, laisse-moi souffrir. Une fois que j'aurai bien souffert, quand j'en pourrai plus, je vais faire des choses. Et quand j'aurai fait des choses, eh ben, je serai cette personne qui les a traversées. Et à ce moment-là, je serai. Et je serai bien. Donc ta stratégie à toi, c'est faire. Et après, tu vas être. C'est une stratégie, hein. Ça tient la route, on l'a tous fait. J'en propose une autre. Sois et fais. Il y a des personnes qui vont dire, tu sais, David, moi, j'aimerais bien monter sur scène, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que je sois un conférencier? Un bon conférencier. Bah, sois un conférencier. Puis ensuite, donne ta conférence. Non, t'as pas compris.
Non. Okay, par exemple, les étapes, les trucs que je dois mettre en œuvre. Savez-vous seulement pourquoi j'ai proposé à Emmanuel de donner cette conférence? Une seule raison. Qui il est. Je connais cet homme. Je connais son parcours. Je sais ce qu'il a traversé. Donc je savais que quoi qu'il arrive, quand il serait là, il s'adapterait. Je savais aussi que, avant d'arriver là, il se préparerait. On a échangé un petit peu avant. Mais je savais que quoi qu'il arrive, ce serait l'homme de la situation. C'est pourquoi? Parce qu'il est. Et je vous rappelle que ce qui est, good. Je vous rappelle aussi que vous êtes des êtres humains. Vous n'êtes pas des fers humains, vous n'êtes pas des savoir-faire humains, vous n'êtes pas des faire-savoir humains, vous êtes des êtres humains. Notre race a été qualifiée par le vocable d'être. C'est peut-être pas un hasard, non? Parce qu'on est. Donc dans chaque situation, pose-toi la question, c'est qui je suis et qui j'ai envie d'être dans cette situation. Est-ce que j'ai envie d'être celui qui subit? Celui qui a mal? Celui qui se plaint? Celui qui se victimise? Parce que quand même, quand tu victimises, tu as toujours quelqu'un qui dit « Mon pauvre chéri !» C'est tellement chou doudou parfois d'être une vicose, non? On a toujours quelqu'un qui va dire « Mais par exemple, moi, ma mère, je l'aime plus que tout au monde, c'est ma mère. » Mais dès que j'avais un problème, elle me disait « Mon pauvre chéri, maman, non, pas pauvre chéri, non, quel rapport ?» Non, tu dis ça à tous les autres. Moi, tu me dis pas mon pauvre chéri, mon cœur. Il n'y a pas de pauvre chéri. J'ai juste besoin que tu me dises, j'ai confiance en toi. Tu vas trouver la solution. Mais le pauvre chéri, aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Tu vas juste m'enfermer dans ce rôle parce que je reçois des marques de tension positives. Je m'en tape. La souffrance, c'est le temps que vous octroyez à votre douleur. Donc si à un moment donné, tu choisis d'être la personne que tu as envie d'être dans l'instant, ici, là, j'ai envie d'être un guerrier. J'ai envie d'être un combattant. J'ai envie d'être un entrepreneur. J'ai envie de faire comme ceux que j'ai eus, qui m'ont inspiré et qui ont tous traversé des grosses périodes de marde. Mais il n'y en a pas un qui n'est pas intervenu, qui ne vous a pas raconté ses problèmes de vie. Franchement, en termes de sources d'inspiration, on n'a que des mecs qui ont vécu des problèmes. Et des nanas. Vous avez remarqué, vous avez choisi, franchement, des losers. Mais ces mêmes losers ont compris que la lose, c'est une étape passagère. Mais que quand je choisis d'être une personne, celle que je veux incarner dans le réel, cette lose, elle disparaît. Et qu'un winner, c'est pas quelqu'un qui win-win tout le temps. Ça n'a aucun intérêt. Le mec qui win tout le temps, la nana qui win tout le temps, est chiante. Non, franchement, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a pas d'aspérité. Je vous rappelle que dans un tableau, c'est l'ombre qui fait la lumière. C'est ça qui donne du relief. En toute faille, la lumière peut passer. Et c'est ça qui permet de faire grandir le reste. Dans toutes nos périodes d'obscurité, parfois, une bougie. Vous avez remarqué combien qu'une bougie, ça change tout. Un peu de lumière. Parce que vous savez quoi, la lumière, ça repousse l'obscurité. La lumière repousse l'obscurité. Un peu de lumière. Une bougie, et tu peux voir. Pas de lumière, pas de lumière. Il fait noir. Quand il fait noir, vous savez ce qui se passe? Tu flippes. Un jour, je faisais de la plongée sous-marine avec mon frère qui était instructeur de plongée militaire, et je m'entraîne. Pendant l'été, je passais tous mes étés à faire de la plongée sous-marine. Et un jour, on s'entraîne avec les légionnaires. Particuliers les mecs quand même. C'est quand même des mecs qui buvaient du champagne à moins 40 mètres et faisaient des blagues pas rigolotes. C'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, on avait un système, c'est-à-dire que tu déposes ta bouteille, tu prends une bouffée, il y a un type qui prend ta bouteille, qui la dépose à 5 mètres, on est à moins 40, d'accord? C'est-à-dire que si tu as un problème, tu montes, tu fais pas le palier de décompression,
ou tu te fais un AVC, ou par exemple, si tu as des trucs dans du plombage, tout explose, enfin, t'es pas bien. Donc le mec, il prend ton billet, il te le met à 5 mètres, et toi, tu prends une bouffée, t'attends, il te fait ça, et toi, tu viens. Et quand t'es au milieu, t'es à 2,50 m, le mec, il prend la bouteille dans ses bras, et il palme. Il s'en va, il se casse. Donc toi, tu lui fais le geste que t'as appris. Et le mec, il se barre, il fait. Et là, il est con. Ce mec va me tuer. Et là, le mec, il recule. Et tu sais quoi? Tu peux pas prendre. Si tu prends l'eau, t'es mort. Et bah, curieusement, t'as fait 20 mètres sous l'eau. Et au moment où tu penses que tu vas... T'as un type qui est juste derrière, qui t'ouvre la bouche et qui te met le narguilé dans la bouche. Quand tu sors de là, tu te dis, mais vous avez vraiment des jeux à la con, les mecs. Tu sais, tu pensais que tu pouvais aller jusqu'à 5 mètres, mais t'as été 4 fois plus loin. C'est juste ça que tu dois comprendre. C'est que si un jour t'as un problème, pense toujours que tu peux aller 4 fois plus loin que tu le penses. Donc on est peut-être idiots, mais nous, dans des situations extrêmes, on sait qu'on, quoi qu'il arrive, on peut toujours faire plus. Très bonne leçon. D'accord? Bon, bizarre les mecs quand même. Et un jour, on a fait une attaque simulée, on a simulé l'attaque d'un porc la nuit. Et bien c'est à ce moment-là où j'ai eu peur. Parce qu'on a câblé au fond, et à un moment donné, la nuit, les mecs, ils font un jeu bizarre, ils te prennent et ils te tournent comme ça sous l'eau. Ils appellent ça la savonnette. Sauf que quand toi, tu te réveilles, tu ne sais plus si tu montes ou si tu descends. Parce que ton cerveau, d'abord, il voit rien, et tu sais pas. Et puis, t'as beau être en mer Méditerranée, t'entends quand même le... Parce que tu dis, si jamais, avec ces histoires de réchauffement climatique, un couillon de requin blanc, il se perd, comme ça, il est perdu. Avec le bol que j'ai, je suis sûr que le il va venir vers moi. Alors imagine, t'es comme ça, tu sais pas où tu montes, et dans ta tête, tu fais, et si un putain de requin derrière, je fais comment? Et très vite, tu vas faire deux choses. Tu vas choper les données que tu as, les seules données que tu as. Et tu vas dire, la seule chose que tu as comme données, c'est les bulles. Tu souffles. Ah tiens, les bulles, ils montent. Parce que les bulles, elles se trompent pas. Il n'y a pas une bulle qui dit, non, aujourd'hui, je descends. Non, j'ai fait la NBS, on m'a dit qu'il fallait que je change de mindset. À partir de maintenant, je descends. Je suis une bulle, mais qu'est-ce qui m'empêche de descendre si j'ai envie de descendre? Eh ben non, une bulle, elle n'est pas rebelle. Les bulles sont sympas, les bulles, elles montent. Et tu dis, bon, ok, ça monte par là. Et puis après, tu vas prendre toutes les données. David, les chances de te faire bouffer par un requin blanc en mer Méditerranée sont proches de 1 sur 1 milliard. Donc si vraiment tu te fais bouffer par un requin blanc, c'est que t'as un gros karma de merde. Donc quoi qu'il arrive, tu le mérites, quoi. Tu le mérites, t'as dû faire vraiment quelque chose de dégueulasse pour faire bouffer par un requin blanc en Méditerranée. Alors maintenant, reste focus, parce que t'as 20 cm de visibilité, t'as une boussole et il faut qu'on avance. Il m'est arrivé un jour la même chose. Je faisais avant un truc que j'adorais, c'était faire du vol libre. Vous savez, on se jette d'un avion, puis on essaie de faire des figures. J'adore ces conneries-là, je trouve ça sympa. Et puis un jour, mon premier stage, Henri, alors Henri, je vous le décris, c'est un Québécois, dans l'âme, tu as un truc, une bestiole. Tu sens que le mec, dans son ADN, dans ses générations, il y a un buffle qui s'est mis à l'intérieur. Il y a un de ses ancêtres, il n'a niqué qu'un buffle. De génération en génération, ça donne Henri. C'est-à-dire que le mec, il est comme ça, parfois dans la porte, il faut qu'il passe comme ça, tu vois? Et là, il me dit, on va monter plus haut aujourd'hui, ça secoue un peu, les hélices, parfois, quand il y a des rafales de vent, elles bloquent et elles repartent très vite. On peut sauter devant? Non, on saute. Par contre, attention,
Les conditions sont favorables pour faire la toupie. C'est quoi la toupie? La toupie, c'est simple. C'est que tu vas prendre le souffle de l'avion et tu pars ou comme ça, mais ça va tellement vite, ton cerveau va tellement vite que le temps que tu réagisses, tu peux taper le sol. Demain, c'est bien demain. Non, parce que tu dois être capable de sauter dans toutes les conditions. Et j'ai dit, mais ok, alors Mia, écoute-moi bien ce que tu vas faire. Moi, je sais. Je sais pas, c'est comme ça, c'est ma vie. Il dit, voilà ce que tu vas faire. Si tu pars en vrille, tu fais qu'une seule chose. Tu cries stop et tu ouvres les bras et les jambes. Et là, très vite, tu verras, si tu vois le ciel, tu te retournes, tu tires. Si tu vois le sol, tu tires. Répète après moi. Ok, stop, j'ouvre les bras. Et là, le mec, il me prend, et je fais 94 kilos, hein. Il me prend, il me colle comme ça, il me prend avec les sangles, il me colle comme ça contre le mur, il fait « T'as compris ce que je t'ai dit ou quoi ?» Stop, j'ouvre les bras. T'es mort. Et il me prend, il fait « Stop ! Ouvre tes putains de bras !» Donc là, ton cœur, il flirte avec tes couilles. Et croyez-moi, un cœur fait très bien du ski. Et vous savez quoi? Donc je crie stop! J'ouvre mes bras. Encore une fois. Et là, c'est pas deux fois. Stop! Okay. Bon, je crois que c'est bon. Je saute, je prends pas le souffle. Je prends le souffle, putain. Mais je prends le souffle comme ça. C'est-à-dire que ce mec-là, il m'enseignait pas ce truc-là, j'étais mort. Et là, tout de suite, stop! J'ouvre les bras et j'avance. Performance, apprentissage, plaisir. Mais vous savez, il y a plein de moments dans la vie dans lesquels tout se barre en vrille. Tout! Ton couple, ça va pas. Le boulot, ça va pas. Tu voulais faire un lancement, ça n'a pas marché. La loi de Murphy en puissance 10. Stop. Stop. Arrête-toi. Regarde ce qui se passe, l'événement. Regarde quelles sont les données que tu as. Regarde les conclusions que tu es en train d'en tirer. Et surtout, assure-toi de tirer des conclusions qui sont tellement intelligentes qui vont te permettre de progresser, d'avancer. Peut-être même de sauver la situation. Mais si tu ne fais pas un stop, si tu te laisses embarquer par le système, t'es mort. D'accord? Performance, apprentissage, plaisir. Je veux que vous ayez ça en permanence dans votre esprit. Performance, apprentissage, plaisir. Tu vas atteindre n'importe quelle performance, il n'y a pas de problème. Qu'as-tu besoin d'apprendre? Tu te formes au coaching, tu es formé au coaching, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu as besoin pour être un super coach sur un marché? Apprendre à faire ton marketing, apprendre à faire du networking, bref, tout ce que vous êtes en train d'apprendre au cœur de la NBS. Tu as besoin d'avoir confiance en toi. Tu as besoin parfois d'être sécurisé. Tu as un coach. Qu'est-ce que tu as besoin d'apprendre? Et ensuite, assurez-vous dans tout ce que vous faites, mettez-y du fun. Du fun. C'est rigolo quand même, parce que moi, en ce moment, je fais une école qu'on appelle l'Ulpan. C'est-à-dire que 3 fois par semaine, de 18h à 21h30, j'apprends l'hébreu. Très compliqué l'hébreu. C'est une langue qui est très différente, qui part de droite à gauche, avec des mots, des lettres que je ne connais pas, et des mots dans lesquels il n'y a pas de voyelles. C'est du hiéroglyphe, en fait. J'apprends l'hiéroglyphe. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ma classe, il y a des Russes. Alors les Russes en apprentissage, c'est ce qu'on appelle des machines. Un Russe n'a pas de sourire. C'est une option qu'ils n'ont pas eu tous eu à la naissance. Ils apprennent, la plupart du temps, en 6 mois, ils ont tous appris. Et là, le prof, il me regarde, et je lui dis, c'est qui les meilleurs en apprentissage? Il me dit, les Russes. Ben non. Non. Cette fois-ci, ce sera un Français. Il me dit, j'aimerais bien voir ça. Et en fait, les Russes, ils ne comprenaient pas parce que moi, je déconne en permanence. C'est-à-dire que dès que le mec il dit un truc, ce que je faisais en classe, quoi, je fais
le con. Mais vous savez, plus je fais le con, mieux j'apprends. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas sérieux, mais devoir, je l'ai fait. Je l'ai fait plus quand le mec il me dit tu fais cet exercice, je le fais 3 fois. Donc j'apprends, je vais plus que les autres. On se tape la bourre avec Sergueï, parce que Sergueï, je le soupçonne de faire ça H24. Mais vous savez quoi, Sergueï? Je vais le niquer. Parce que je ne vais pas me faire avoir par Sergueï. C'est bien de mettre un petit peu d'ego parfois dans un truc, ça met de la compétition. Moi, je suis un compétiteur. Donc Sergueï, il ne passera pas. Mais par contre, je sais une chose, c'est que le plaisir que je vais avoir d'apprendre, il sera total. Parce que moi, je joue. Je m'amuse. Je suis un enfant. On peut faire des choses très sérieuses. Je passe un doctorat, 2e doctorat en Ukraine. Mais vous savez qu'en maintenant, l'Ukraine, c'est pas possible. Donc, ils ont délocalisé tout le poste universitaire à Varsovie. Je ne vous explique pas le niveau du stress des personnes. En plus, l'un de nos profs principaux est mort. Très compliqué quand même. Donc, vous voyez comment c'est chargé? C'est-à-dire que là où c'était hyper bon enfant, c'était très lourd quand je suis arrivé à l'université de Varsovie. Et je me suis dit, mais oh, les gars, viens, on met un peu de fun, quoi. Et j'ai commencé à faire le con. Ben, c'est intéressant de voir que toutes les personnes, quand ils voulaient travailler avec quelqu'un, ils voulaient travailler avec moi. Quand ils voulaient faire des binômes, ils voulaient les faire avec moi. Et vous savez quoi? À chaque fois qu'on a fait un binôme ensemble, on a été les premiers. Mettez de la joie dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous faites. Peu importe ce que vous faites, peu importe votre activité. J'ai toujours considéré que notre activité, c'est un prétexte pour se transformer. Mais quoi qu'il arrive, mets-y de la joie. Et si tu es au clair avec ce que tu veux réaliser dans ta vie, que tu as la force d'identifier les apprentissages que tu dois développer, et qu'en permanence, tu mets de la joie dans tout ce que tu fais, je vous jure, vous ne pouvez pas échouer. C'est impossible. Parce que vous allez rentrer dans un cercle vertueux qui va vous tirer vers le haut. Je vous aime, je vous retrouve cet après-midi. Merci beaucoup.